Et bonjour à toutes, bonjour à tous, salut et bienvenue dans ce live. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2024 et il est quelle heure? Il est 10h35 et c'est le dernier live avant le second tour des élections législatives anticipées 2024 convoquées par le président de la République Emmanuel Macron à la suite du résultat des élections européennes, ça vous le savez déjà. On attaque la fin de campagne, la campagne officielle se terminera ce soir, cette nuit en fait, à partir de minuit demain matin. Les candidats n'auront plus le droit de s'exprimer jusqu'à dimanche, jusqu'à l'annonce des résultats à 20h. Enfin l'annonce des premiers résultats, bref vous connaissez la chanson. Aujourd'hui donc, on essaie de conclure la semaine de ces 2 semaines électorales. Avec petit coup de gueule, avec des projections sur l'avenir. Bref, la campagne des législatives 2024 se termine et sur LVE, on essaie de parler de politique tant bien que mal. Salut Cyril. Salut. Voilà. Cette introduction est complètement naze, mais au moins, elle pose le décor. Alors, il faut que je corrige quelque chose tout de suite. Une erreur que j'ai commise. Puisque je vous avais parlé de BFM TV qui devait organiser un débat. Et je me suis un petit peu pris les pieds dans les dates hier, puisqu'il y a eu effectivement un grand oral de Face à BFM mercredi soir pendant 3 heures, où étaient invités successivement Gabriel Attal, Marine Tondelier et Jordan Bardella. Et donc comme ça, on met les pieds dans le plat pour en parler. Le présentateur de l'émission, Maxime Switek, a lui-même regretté qu'il n'y ait pas eu de débat. Je ne vais pas détailler la polémique tout de suite parce que le rôle de Marc-Olivier Fogel là-dedans n'est pas neutre. Mais il va falloir en dire un mot quand même.
Bref, ça a été un grand oral x3 avec comme intervieweur Apolline de Malherbe, un journaliste économique de BFM Business dont j'ai oublié le nom, et Benjamin Duhamel, je vais y arriver. Le Nepo Baby du journalisme Voilà, français. voilà, voilà. Non, mais fallait le dire, hein, fallait le rappeler. Bon, Ah, c'est lui, Sweetek, d'accord. D'accord, parce que oui, je connais ce visage. oui, bah ça fait quelques années maintenant qu'il est sur BFM. C'est un proche de Marc-Olivier Fogiel. Hmm. Voilà, bon, c'est comme ça qu'il est arrivé à BFM. Bon, donc ça c'était mercredi soir. Hier soir, il y avait encore une autre émission politique qui était consacrée aux élections législatives, cette fois-ci sur France 2. Cette fois-ci, c'était l'événement. Cette fois-ci, pareil, c'était pas un débat. Et cette fois-ci, c'était un homme qui représentait la gauche, au moins dans la première partie de l'émission, et celle qu'on peut voir en replay sur France.tv, puisque je ne l'ai pas vu en direct, hein, j'avais pas compris qu'il y avait une émission hier, pour être honnête. C'était Raphaël Glucksmann. Alors, je veux pas dire, mais il y a des fois où j'ai envie de questionner les choix éditoriaux des chaînes, parce que Oui, là, en fait, il y a 4 composantes dans le nouveau Front Populaire, hein. Enfin non, il y en a plus, mais dans l'absolu, on va dire qu'il y en a 4. Même si en fait il y en a 5 parce qu'il y a aussi le NPA, l'anticapitaliste. oui, oui. Et Il oui, serait temps qu'ils retrouvent des noms, là, les scissions, les mythos du NPA, parce qu'on on ne s'y retrouve plus. donc, premier D'ailleurs, débat. les électeurs non plus, hein, ils fuient vers la lutte ouvrière, hein, certains. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Donc, je récapitule, hein. Premier débat, c'était Emmanuel Bompard, LFI. Oui, Ça va. Deuxième débat, c'était Olivier Faure, PS. Il se trouve que Place Publique fait partie du PS. Vous voyez le problème qui arrive. Troisième débat, hein, c'est ce qui était prévu, Marine Tondelier. Mais bon, c'était une émission d'interview. Quatrième émission d'interview qui aurait pu être un débat, Raphaël Glucksmann, PS, Place Publique. Pourquoi en fait? Et puis, dans visiblement ce qui était la seconde partie de l'émission, il y avait Clémence Guettet, La France Insoumise. Alors, je veux bien Clémence Guettet, très bien, c'est une proche de Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais enfin, ils auraient aussi pu choisir Philippe Poutou, non? oui, Non mais, en fait, il y a une alliance dont le NPA n'est pas est membre, mais sans avoir participé à l'élaboration du programme, même s'il en est membre. Euh, c'est ce qui avait fait éclater le NPA déjà à propos de rejoindre la NUPES ou pas. Donc, bon, c'est une question qui se pose, hein. Mais genre là, euh, France 2 a invité Raphaël Glucksmann. Pourquoi en fait? Pourquoi Raphaël Glucksmann et pourquoi Clémence Guettet? Alors que lorsqu'ils avaient fait déjà l'événement la semaine dernière, où c'était un débat, il y avait Olivier Faure. Donc ça veut dire que les gens qui ne regardent que le service public, je connais des personnes qui, comme chaîne de télévision, choisissent de ne regarder que France 2. Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Mais donc si tu regardes que France 2, pour toi, le nouveau Front Populaire, c'est soit le PS, soit Place Publique. Voilà. voilà. Hein, donc la gauche respectable, entre guillemets. Donc bon, je suis pas content. Et même si on a des désaccords avec le PCF, pour reprendre une formule d'Usul, quoi qu'on pense du Parti communiste français, quoi qu'on pense du PCF, ils n'ont pas eu voix au chapitre, hein. Dans les grandes émissions politiques, ils n'ont pas eu voix au chapitre. Et c'est parfaitement injuste. Ah, je voudrais corriger une erreur parce que j'avais dit que le Val-de-Marne était le dernier département à majorité PCF. Non, même ça, ils l'ont plus, malheureusement. Ils l'ont perdu. Ouais, ouais, c'est Il me semblait. Il me semblait qu'ils l'avaient toujours pourtant. Val-de-Marne. Maintenant, je crois la majorité au Conseil général, elle est à droite. Dans le Val-de-Marne. Non. Je regarde. Alors, président du conseil départemental, oui, c'est un LR. Oh là là. Oh là là. Alors après, je C'est pense la qu'il doit déchéance. rester encore beaucoup de mairies qui sont très à gauche.
Ouais, mais enfin, c'est pas les maires qui élisent les conseillers départementaux. Bon. Oui, c'est les gens. C'est- Ouais, c'est un peu la douille, ça. Ouais. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Et Ouais. donc, ouais, ils ont perdu le Val-de-Marne. Mais en plus, maintenant, le seul parti de gauche. Pardon, le seul parti de gauche qui a des départements, en fait, maintenant, c'est le PS. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Parce que, alors, députés, alors oui, donc c'est normal qu'ils aient plus de députés. Alors, enfin, Oui, non, mais c'est ils pareil pour tous les ils en ont eu partis. aucun élu au premier tour, malheureusement. Sénateurs, il en reste encore 16. Dont Yann 59 Brossa. conseillers régionaux et des conseillers départementaux, 161. Mmh. Et maires de communes de plus de 30 000 habitants, 15. Combien? 15. C'est ce Oh, que dit Wikipédia en tout cas. vache. Ah, mais c'est très peu, hein. Quand tu te dis Oui. qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est le premier parti de France, la Et déchéance en 80 ans, presque. ben, la déchéance, c'est aussi dans les changements des lignes politiques. Ah Là, oui, oui, oui. hier, on parlait de l'abandon de certains thèmes et de certaines positions dans la ligne du PCF, Ouais. mais qui datent d'une certaine époque. Il faut parler des abandons les plus récents, qui sont notamment l'abandon des thèmes internationalistes. Parce que je voyais beaucoup sur Twitter des gens dire ah oui, d'accord, le PCF au niveau national, bon, ils sont rouge-brun, ils sont chauvins, mais au moins sur la Palestine, ils arrivent à rester pertinents. Et là, Ou malheureusement, pas. même sur la Palestine, ben, même ça, ils sont en train de perdre cette capacité à être pertinent, au moins à l'échelle des porte-parole et de la présidence du parti, Ouais. enfin du secrétariat général du parti. Air Général. Pardon, ça m'a échappé. Euh, Secrétaire général. Oui, secrétaire général. Ouais, Secrétaire national. oui, non, Fabien Roussel, il est secrétaire national du PCF. Ouais, c'est ça. Bah, enfin bon, il est à la tête du parti, quoi. Enfin, c'est Oui. comme. C'est comme. Oui, alors Robert Hue a écrit le poste, c'est tout pour l'année. Il s'est nommé Ouais. président du PCF, mais ça a été le seul, je crois. Ouais, je crois que c'est le seul. Ah, peut-être Maurice Thorez. Peut-être Maurice Thorez aussi. Alors, on va voir, je l'ai sous la main. Mais. Non, non, secrétaire général de 1930 à Ah, pardon. 1964. Autant pour moi. Non, mais c'est comique. Et Terranon était premier secrétaire à vie. Il est mort en 64. Alors, est-ce qu'il est mort le. Non, il est mort le 11 juillet. Il a été secrétaire général jusqu'au 17 mai 64. Et son successeur est resté très longtemps aussi. Oui, alors, successeur. Georges Marchais. Alors, C'est Georges Marchais, hein, en succès- réalité. alors, ils disent qu'il y a Duclos en intérim, Rochet, mais Rochet, il n'a pas dû durer très longtemps. Il a duré 8 ans et après, c'était Georges Marchais à partir de 72 qui, lui aussi resté 22 ans, quoi. Voilà. Enfin, Bah, il a passé la main juste avant la fin du mandat de Mitterrand. Du second mandat de c'est Mitterrand, en ça. fait. Ça, il a quitté la tête du parti en 94, il est mort en 97. Et alors, justement, puisqu'on parle du PCF, à moins que je ne dise des bêtises. Attends, je crois qu'Elsa Faucillon a été réélue dès le premier tour. Alors, Elsa Faucillon, députée française, donc actualité, j'ai regardé. Il me semble qu'elle a été réélue, hein. Réélue au premier tour dans la première circonscription. Ouais. Elle est dans quel circo? Alors, dans la première circonscription, alors c'est écrit à Colombes. C'est dans les Hauts-de-Seine. Première Ouais, circonscription c'est des ça. Hauts-de-Seine. Oui, je confirme. Élection dès le premier Ah tour. ouais, Attends, je vais regarder ça. Je vais vous donner le résultat exact. Enfin bon, voilà, là, j'ai la flemme de chercher sur c'est Internet. Colombes Nord, enfin Nord-Est, Nord-Ouest, Gennevilliers Nord, Gennevilliers Sud, Villeneuve-la-Garenne. Ah, attends, je vais trouver ça. Page 10. Hop. Alors non, ça c'est les évolutions. Page 10. Donc, 92, on a dit. Non, pas Montreux-Fautionne. Pas l'Essonne. Hauts-de-Seine. Colombes Nord. Elsa Faucillon. PCF. Réélu. Elle a recueilli...
Attends. 64,83% des voix. Ah oui. Et en deuxième position, c'est la candidate RN, Mariam Kamara, qui a recueilli 13,51% des voix. L'écart entre les deux. Ah oui. 50 points d'écart entre les deux. Voilà, donc Elsa Faucillon réélue dès le premier tour. Voilà. Si on acceptait que... Si on tordait le bras à Jordan Bardella en lui disant non seulement c'est pas vous qui choisissez avec qui vous débattez, mais en plus vous allez débattre avec une femme, ah ben voilà, Elsa Faucillon. Oui. Non? Ça marche pas? Ah merde. Donc, il faut que je dise un mot de Marc-Olivier Fogiel. Je sais, c'est un peu facile des fois de taper sur l'ambulance. Là, j'ai lu quelques articles au sujet justement de ce débat que BFM n'a pas pu organiser. Parce que Maxime Switek a expliqué au début de l'émission que BFM voulait inviter un représentant de LFI. Déjà au départ. Et donc... Et Marc-Olivier Fogiel avait soutenu cette idée, parce que LFI sera la composante la plus importante de la gauche. Elle l'était déjà lors des élections de 2022. Alors, force est de constater que si on prend le résultat des européennes, c'est pas ce qui s'est passé. Et que y a un moment où s'il y a une alliance de gauche qui choisit qui elle envoie en débat, c'est eux qui choisissent aussi, quoi. Donc Marc-Olivier Fogiel était d'accord avec Jordan Bardella pour dire, en gros, hein, pour dire non mais nous on vous propose que ce soit pas Jean-Luc Mélenchon, parce que Bardella voulait que ce soit Mélenchon. On vous propose que le débat ce soit pas face à Mélenchon, mais face à un autre représentant de la France Insoumise. Et voilà, le nouveau Front Populaire a dit non. Et a raison. Enfin, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Genre, il faut s'aligner sur l'agenda de l'extrême droite en permanence. Je sais que c'est déjà le cas, mais enfin, quand même. Là, ça devient flagrant. Faut pas que ça se voit trop non plus. Bref, il faudrait que je retrouve, je crois que c'était dans Libération que j'avais vu un article à ce sujet, mais qui disait que voilà, Marc-Olivier Fogiel n'est pas neutre dans ce choix éditorial in fine de BFM TV. Voilà. Et donc, que ce soit BFM ou France 2, eh bien, les téléspectateurs n'ont pas eu vraiment ce qu'ils méritaient, j'ai envie de dire. Et c'est plus que dommage, parce que j'estime que un entre-deux tours implique forcément au moins un débat. Je sais pas ce que t'en penses, Cyril, mais pour ma part, il me semble que c'est nécessaire. Et une chose est certaine également, c'est que la coalition présidentielle n'est pas en mesure de former une majorité. En effet. C'est sûr à 100%. C'est la seule chose qui est certaine. Donc déjà, un débat de l'entre-deux tours des législatives, bon, c'est évidemment compliqué parce qu'il y a... on peut considérer qu'il y a 3 blocs, étant donné qu'ils sont vraiment les 3 au-dessus de 20% au premier tour. Bon. Cependant, il n'y a que 2 blocs / formations / alliances, dites ce que vous voulez, qui sont en mesure, qui ont suffisamment de candidats et de candidates au second tour pour avoir une majorité. Il n'y en a que 2. C'est le RN et la gauche. L'extrême droite et la gauche. Dans la mesure où un débat d'entre-deux tours a vocation à permettre à chacun de se faire une idée de qui pourrait arriver au pouvoir, pourquoi est-ce que la coalition présidentielle est invitée ? Ils ne pourront pas être un parti majoritaire. Quoi qu'il arrive. Donc, parce que leurs scores sont beaucoup trop bas, bref. Leurs scores sont trop bas, et puis voilà, c'est une élection au suffrage. Attends, comment on dit ? C'est une élection au suffrage
majoritaire, Direct. majoritaire à 2 tours. Oui. Attends, majoritaire uninominal à 2 tours, voilà, c'est mieux. Majoritaire uninominal C'est à ça. 2 tours. Donc ça veut dire que dans chaque circonscription, on élit une personne. Au bout de 2 tours, 577 fois. C'est pour ça qu'on dit les législatives. Parce Bon, qu'elle peut être partielle. en plus, accessoirement, il peut y avoir des législatives partielles. C'est pas le cas puisque là, c'est un scrutin C'est général. complet. Donc, je suis désolé, mais même si Gabriel Attal est actuellement Premier ministre, il n'avait rien à faire dans ses Oui. débats, dans ses émissions, puisqu'il n'y a même pas eu de débat, et a fortiori sur France 2. Il y a eu une émission de débat, il y a eu un numéro de l'événement sur France 2 avec Gabriel Attal, Olivier Faure et Jordan Bardella. Bon, Gabriel Attal est éliminé du second tour. Il avait rien à faire dans l'événement hier soir. Je suis désolé, c'est cruel, mais c'est comme ça. Oui. Peut-être que Gabriel Attal aura un rôle politique dans les mois qui viennent. C'est probable, et il va très certainement être élu député. Je crois qu'il a changé de circo d'ailleurs. Je crois. Parce qu'il est candidat dans la circonscription d'Issy-les-Moulineaux. D'accord. Et son ex, actuel ministre des Affaires Stéphane étrangères, Séjourné. voilà, et numéro 1 du parti, est candidat dans la circo juste à côté. Ah ouais. Boulogne-Sud. Ils sont tous les deux qualifiés pour le second tour. Ils sont même arrivés l'un comme l'autre en tête du premier tour. Ce qui n'est pas étonnant vu Oui, les circonscriptions. Voilà, c'est le 92. Ça va. On peut s'y attendre. Voilà, bon. Donc, oui, Gabriel Attal aura un rôle politique clairement pendant les années qui viennent, pendant au moins l'année qui vient. Est-ce que ce sera un rôle ministériel ? C'est le président de la République qui va décider. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas de rôle politique à jouer maintenant. Enfin, je veux dire, il y a les clips de campagne, c'est déjà pas mal, qui sont diffusés à la télévision, pour ceux qui regardent la télé. Mais bon, de toute façon, si vous regardez les débats à la télé, c'est que vous regardez la télé, probablement. Ou alors vous le regardez en replay, là c'est autre chose. Mais donc, les clips de campagne, c'est déjà une partie du boulot. Et je suis désolé, mais quand on voit que, d'après certaines projections, la coalition présidentielle ne serait même pas en mesure d'avoir 100 députés. Même pas 100. Enfin, il y a un moment où il faut être sérieux. Pourquoi est-ce qu'on les invite ? Parce que, à la limite, France 2, je peux comprendre dans la mesure où ils ont aussi invité un représentant de LR. Donc, quitte à inviter des gens qui sont sûrs d'avoir quasiment personne à l'Assemblée nationale, bon, ils ont invité LR. Pardon, c'est méchant. Mais en fait, voilà, Gabriel Attal n'avait rien à faire dans ces émissions. Ou alors, c'est une question d'égalité des temps de parole, machin truc. Mais enfin, ils sont pas en mesure d'avoir une majorité. Point barre. On le sait. Ils n'ont pas assez de candidats au second tour. En plus, ils en ont retiré un certain nombre. Oui. D'ailleurs, un truc qui me fait doucement sourire. Enfin, doucement sourire. Si c'était pas grave, ça me ferait sourire. Édouard Philippe, Bruno Le Maire, qui disent oui, je fais barrage au RN, mais non, je vote pas LFI. À un moment, ça suffit, quoi. Bah, c'est du nini. Ça commence à bien faire. Et effectivement, c'est-à-dire, honnêtement, il y a un truc que je crois profondément et dont j'ai parlé récemment, c'est que la personne qui a fait le plus de mal à la politique française, Emmanuel Macron exclu, c'est Nicolas Sarkozy. Oui. C'est un peu ce qu'on disait hier. Ouais, mais on n'a pas parlé de Sarko, je crois, hier. Je crois qu'on n'en a pas parlé. Un peu. On a beaucoup parlé de Chirac, c'est vrai. Oui, voilà.
Mais Chirac, tu vois, même si Charles Pasqua, même si euh, non, pas Philippe Séguin. Enfin, si, même si Philippe Séguin, même si il y a eu qui d'autre bien à droite chez Chirac. Marie-France Pasqua. Garot. Oui, ah oui. Même si Thierry Mariani. Bon, Chirac, il avait quand même la droite chiracienne, c'est une droite qui s'alliait pas avec l'extrême droite, hein. Oui, oui, Chirac, Chirac, complètement. s'il avait été vivant et s'il avait eu tous ses moyens lorsque Éric Ciotti a annoncé l'alliance avec le RN, Chirac, il se serait étranglé complètement. Il l'aurait viré, je sais pas ce qu'il aurait fait, mais Ah oui. il aurait fait quelque chose, c'est sûr. Mais même Nicolas Sarkozy a pas complètement désavoué Éric Ciotti, François Fillon non plus. Enfin, voilà. Nicolas Sarkozy a fait beaucoup de mal à la politique française en ça que il fait partie de ceux qui ont dédiabolisé l'extrême droite. Et Oui. ensuite, Emmanuel Macron a enfoncé la porte, hein, mais bon, Ah, lui, c'est pas qu'il l'a dédiabolisé, enfin, le travail était déjà fait, il a fait c'est pire que ça, ça, il l'a coopté. c'est ça. Parce que quand même, le ministère de l'identité nationale, hein, Bien ça sûr, c'est une honte. c'est le discours de Dakar dont on parlait hier. C'est ça. Le ministère de l'identité nationale, c'est une honte absolue. La circulaire Guéant, c'était une honte absolue. Qui Oui, la, interdisait, la circulaire sur les étudiants étrangers. voilà, qui avait pas le droit de travailler en France. Mais au bout d'un moment, comment ils vivent en fait? Ah Merde. oui, alors ça, c'est sur. Alors, je sais plus dans quel stream, est-ce que c'était un de nos streams, est-ce que c'était un stream de PDH sur le fait qu'il y a les réfugiés, la plupart des réfugiés n'ont pas le droit d'avoir un travail. C'était chez nous qu'on en avait parlé, ouais. Ouais, Que les demandeurs du droit d'asile c'est ça. n'ont pas le droit de travailler, sauf, enfin, ils peuvent demander une autorisation, mais il faut demander une autorisation, quoi. Euh, le titre de réfugié politique, donc quelqu'un qui a le droit d'asile, ne te permet pas normalement de travailler. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser que à ce sujet, d'ailleurs, enfin, le thème de l'immigration, c'est dingue. Enfin, je sais plus si je l'ai dit dans ce stream, tant pis, au pire, je me répète. De toute façon, c'est l'intérêt des streams. le, dans le Face à BFM, les questions de Apolline de Malherbe, parce qu'en fait, j'ai même pas dépassé la partie Apolline de Malherbe avec Marine Tondelier, hein. C'est dire à quel point j'ai pas supporté cette émission. Euh, Comment dire, la seule fois qu'on s'est senti obligé de défendre Apolline de Malherbe, c'était face à Darmanin. N'est-ce pas? Mon Dieu. Je plains les gens là, parce qu'il y a des gens, ils ont vu voter Darmanin pour faire un barrage au RN. Bah, là, ça va être le cas, ouais. Ça va être le cas dimanche prochain. C'est ça. Vraiment, j'ai plein. Je sais plus où c'est, mais ah bah c'est Bah, dans à la circo de Tourcoing. Tourcoing. À Ouais. Tourcoing. Attends que je regarde. Il est pas arrivé en tête du premier tour, Darmanin? Pas le plus grand des hasards? Je crois qu'il arrive en Je tête, hein. pense que probablement que si. Attends, je vais chercher à manger. Je regarde quand même, histoire d'être sûr. Euh, C'est les Hauts-de-France. Hauts-de-France. Euh, Et c'est le Pas-de-Calais. Donc dans le Pas-de-Calais, Saint-Omer, Béthune, Amiens, Calais, non, Tourcoing, c'est au nord de l'île, normalement. ouais, Arras,
Donc ouais, alors non, je pense qu'il faut changer de nom, le Pas-de-Calais. Oui, parce qu'il y a quand même Calais dans le Pas-de-Calais. Oh Ouais. merde! Ouais, mais moi je propose comme nouveau nom pour cette sous-région Wallonie intérieure. Je sais pas si tu vas réussir à faire le l'unanimité. Hein, j'ai quelques doutes. Moi aussi. Ah merde, je me suis gouré de département. Euh... Alors. Tourcoing. Gérald Darmanin est arrivé en tête avec 36,03% des voix. Devant le candidat RN Bastien Verbrugge. En Excusez-moi pour la flamand. prononciation. Voilà. 34,31% des voix. Qui est lui-même arrivé devant Leslie Mortreux, candidate LFI NFP, qui a recueilli 24,83% des voix et qui s'est donc retiré. Voilà. That is the news. Ça, c'est Tourcoing Nord. C'est effrayant quand on regarde les Hauts-de-France. Hein. Oui. La quantité de marron qu'il y a. Juste, je le montre à la caméra. Hein. De toute façon, vous l'avez vu cette carte hier. Je vous la remontre. Hein. Mais il y a du marron. Hein. La vague brune, c'est un tsunami. Tu sais, c'est l'attaque de Pokémon là, au croupi. Il est apparu quand cette attaque? Oh, ça date au croupi. Ça existait déjà en quatrième génération. Je soupçonne cette attaque d'être apparue pendant la troisième génération. C'est une attaque haut. C'est la même animation que Surf. Enfin, au début, Ouais, c'était la même animation que Surf, mais c'était marron. Merde. Au croupi avec un O. O-C-R-O-U-P-I. Ah oui, d'accord. Je crois. Tout est dans le titre. Tout est dans le nom, devrais-je dire. Bon. Gakuryu Nani Gakuryu, c'est ça? en japonais, ouais. Muddy Water. Ouais. Ça existait dans Diamant, ça c'est sûr. Ah, peut-être je m'en rappelle maintenant. Peut-être que quelqu'un l'a utilisé contre moi. En fait, j'ai peu joué à Pokémon, c'est pour ça. Bon. J'ai joué à Émeraude, à Perle, Ah, c'était à Donjon bien. Mystère, C'était bien ça. à Diamant. J'avoue, Donjon Mystère, c'est pas trop mon délire, mais c'est vrai que c'était pas mal. J'ai Dracolos comme avatar. Ah, le postier. Oui. Non, pardon, j'adore Dracolos. Déjà, il est mignon, Oui. il a une bonne tête et il est bien. Sauf quand il se prend laser glace. Là, il est foutu. Mais bon, on t'aime bien, Dracolos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Oui, il y a un truc quand même. Parce que je crois qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, au moins cette semaine en stream. Je sais pas si on en avait parlé la semaine dernière. Mais c'est dingue. Bon, déjà, Bardella est nul. Ça, Oui. c'est admis, hein, on l'a déjà dit. C'est une occasion supplémentaire de le dire. Il est nul. Son sourire est plus que désagréable. Mais surtout, ce dont je voudrais parler, c'est de ce dont il profite. Hein. Et à ce sujet, il faut remercier Emmanuel Macron, Aurore Berger, Prisca Thévenot, Gabriel Attal et Édouard Philippe, Enco. Et puisque tout le monde a décrété que, en fait, la gauche, c'était Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde sauf la gauche, en fait. Et ça commence sérieusement à me casser les pieds. Je vais rester poli pour l'instant. Seulement pour l'instant.
Parce que, ok, Jean-Luc Mélenchon, 22% à la présidentielle, machin et machin. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Et de l'utiliser comme un épouvantail en permanence, c'est facile, quoi. C'est-à-dire, maintenant, Mélenchon, dans la bouche des gens de droite et d'extrême droite, c'est devenu un argument. Juste dire Jean-Luc Mélenchon, c'est devenu un argument. Oui. Mais en fait, à ce niveau-là, on va dire Jean-Marie Le Pen et ce sera un argument. Oui. Que je sache, c'est pas fait ça. On le fait C'est pas pas ou on fait, le fait oui. plus. En tout cas, on devrait peut-être le refaire. Mais au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Parce que toute la gauche tombe, enfin toute la gauche, sauf les mélenchonistes, tombe à bras raccourcis sur Jean-Luc Mélenchon. Et après, c'est facile. C'est facile de dire oui, bah voilà, en fait, c'est Mélenchon le leader de la gauche. Et puis, bah, vous voyez bien que la gauche, en fait, ils sont pas d'accord avec Mélenchon. À quoi ça tient? Enfin, c'est pathétique. Et c'est totalement naze. Enfin, sachez que dans la vidéo qui va sortir avant les résultats du second tour, je vais mettre le paquet pour que le montage soit terminé avant les résultats du second tour. Le montage est déjà presque fini. Je parle du fait que l'idéologie de droite est extrêmement individualiste. Et à ce titre, elle est tout à fait compatible avec les querelles de personnes. Ouais, c'est ce qu'on voit souvent dans les partis de droite, c'est des querelles de clans. Il y a Exactement. toujours des factions. Mais en fait, la gauche, ça marche pas comme ça. On marche pas exactement de la même façon. Pardon. Parce que nous autres, les gens de gauche, en général, même si des personnes incarnent des orientations, des idées, si vous regardez ce qui se passe rien qu'au Parti Socialiste, c'est pas le clan Mélenchon, par exemple, pour prendre un exemple qui date un peu, mais qui est vrai. C'était pas le clan Mélenchon contre le clan Hollande. En 2001 2005 peut-être, je sais plus. Enfin bref, quand Hollande avait été réélu à la tête du PS. Et le moment où Mélenchon avait décidé de quitter le PS. Jean-Luc Mélenchon, il était le représentant d'un courant du PS. C'est-à-dire, il y avait une ligne politique qui était définie dans un texte directeur, envoyé à la direction du parti pour que cette ligne politique soit candidate à la direction du parti. Et une fois le choix fait de la ligne politique à adopter, eh bien, ensuite, c'est souvent le représentant de cette ligne politique qui dirige le parti, mais même pas nécessairement. Donc, au PS, par exemple, la question de la ligne politique est primordiale. Et on ne se pose pas la question de la personne. Voilà. Donc, toujours ramener à la figure de Jean-Luc Mélenchon, ça démontre une fois de plus que les irresponsables politiques de droite ne savent pas ce que c'est que la gauche. Ils n'en ont aucune idée. Alors qu'effectivement, même s'il y a des différences de ligne politique au sein de la droite, tout le monde en est conscient, tout le monde le sait, c'est d'abord on choisit la personne et cette personne impose sa ligne politique, ce qui est très très différent. Et c'était notamment le cas, ça s'est vu en 2017, enfin 2016 en réalité, au moment où François Fillon a remporté la primaire de la droite.
Parce que la ligne du parti a été celle de François Fillon. Bref, tout ça pour dire que c'est fatigant d'entendre tout le temps. C'est Jean-Luc Mélenchon a fait ci, Jean-Luc Mélenchon a fait ça, Jean-Luc Mélenchon a dit ci, Jean-Luc Mélenchon a dit ça. Qu'ils le disent ou non, que ce soit déformé ou non, au bout d'un moment, je pense qu'il n'a pas besoin de ventriloque et que tout le monde n'est pas obligé de se situer en permanence en fonction des déclarations de Jean-Luc Mélenchon d'une part et de subir d'autre part des questions dont le cadrage, dont les prémices même, sont les conclusions de l'extrême droite. Il y a un moment, ça commence à bien faire. Donc voilà. Jean-Luc Mélenchon transformé en épouvantail parce que... En plus, parce que quoi ? Sur quel fondement ? Parce que il est antisémite ? Ouais, ok, c'est Frédéric Aziza qui le dit. Est-ce qu'on doit accorder du crédit à ce que dit Frédéric Aziza ? Je crois pas. Enfin après, je sais pas, Cyril, est-ce que toi tu donnes du crédit à Frédéric Aziza ? Non. Voilà, bon. Moi non plus. Répéter 1 milliard de fois un même mensonge n'en fait pas une vérité. Voilà. Et même si Jean-Luc Mélenchon a eu des propos, a écrit des choses qui étaient malvenues, qui rappelaient effectivement, il faut le dire, des vieux clichés antisémites, c'est pas lui qui les exploite. Et puis de toute façon, en réalité, c'est comme disait Wissam, qu'est-ce qu'il y a dans le programme et dans le projet de société de ce parti qui serait antisémite? La position sur la Palestine, c'est antisémite tout ça. Ça m'énerve. Ah, mais c'est comme là récemment, là j'avais posté un commentaire sous la vidéo portrait d'Usul sur Christine Boutin, où je disais, bon bah voilà, moi j'étais témoin de la manif pour tous, je les ai eu sous ma salle de cours, et il y a quelqu'un qui est venu demander, ah oui, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez des Palestiniens, de la Palestine, et la culture intrinsèquement, vraiment, c'est ce qui était écrit, de la culture intrinsèque. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai le commentaire sous les yeux. Qu'est-ce que vous pensez des Queer Force Palestine qui défendent des gens dont la culture est intrinsèquement, violemment homophobe et transphobe? Bon, alors ce type s'est fait ratio, hein. Ou cette type, je ne sais pas, mais là, juste le intrinsèque, c'est un red flag. Pour moi, c'est un commentaire raciste. Bah, c'est essentialiste, hein, déjà. Bah oui, voilà. Or, les gens de gauche ne sont pas essentialistes, mais constructivistes. Voilà, en principe. En général. Voilà, le principe des idéologies de gauche, notamment du marxisme, et des idées socialistes en général, sont des principes constructivistes. Après, tu vois, je pense à un truc. Comment dire Attends, je vais y arriver. Je sais plus où j'avais entendu ça. Mais je crois qu'on n'en a pas parlé en stream. C'est que un problème qui se pose, c'est justement la mise à distance des grandes idéologies. Elles ne sont plus mobilisées. Oui. D'une manière générale. Et en plus, le terme idéologie est utilisé n'importe comment. En effet. Puisque l'idéologie, ce serait être prisonnier d'un dogme. Ce qui n'est pas vrai. C'est pas ça l'idéologie. D'ailleurs, voilà. C'est écrit la idéologie. Hein, parce que j'avais commencé à écrire une vidéo sur le sujet et oui. voilà, j'arrive pas est-ce que c'est donc dans ça qu'on va parler, je sais pas si je spoil, hein, mais on va parler aussi de réalisme capitaliste. Bah oui. Est-ce que c'est là-dedans aussi, voilà. Bah oui, bien sûr, ça va ensemble. Et donc voilà, j'ai posté, hein, si vous voyez le sous-chapitre de Preciado qui s'appelle La fin de lire, entre parenthèses, réalisme capitaliste.
Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce processus de mise à distance des grandes idéologies du débat politique, ça n'est pas un phénomène entre guillemets naturel, ça n'est pas un phénomène social, c'est une volonté politique. Oui. Elle a pris plusieurs formes, et notamment une des personnes qui est les plus dangereusement responsables de cette situation, c'est Francis Fukuyama. Oui. Avec son discours sur la fin de l'histoire. Voilà. La fin de l'histoire, ça voulait dire la fin des idéologies et l'arrivée à une forme de d'unanimité autour d'un système qui serait vu comme le meilleur. Oui, et donc le système en question, c'était le système qui était en train de se construire et de monter en puissance à l'époque, donc de la fin des années 80, c'est-à-dire le système néolibéral et néoconservateur. La démocratie libérale. L'idée de Fukuyama sur la fin de l'histoire, c'est avec la chute du mur de Berlin, avec la chute de l'URSS d'une manière générale, l'histoire prend fin parce que l'histoire serait guidée par... donc il a essayé de... Enfin, j'imagine qu'il y avait une part d'inspiration de la vision marxiste de l'histoire, qui est donc cette vision de l'histoire de l'affrontement perpétuel. Et selon lui, selon Fukuyama, cet affrontement, c'était celui pour trouver un consensus sur un système politique et économique, Oui. une organisation politique et économique. Et comme le raconte Stathis Kouvelakis, on a pu entendre dans les années 90 des discours complètement hérissants comme il peut pas y avoir de guerre entre deux pays où il y a un McDonald's. Ben, c'est ridicule. Des choses comme ça, mais Fukuyama, c'est Fukuyama qui a un peu ouvert la porte Totalement. au discours de Huntington sur le choc des civilisations. Alors après, Oui. Huntington, d'après ce que j'ai compris du Zawad Talk avec Jean-Luc Mélenchon expliquait que Huntington, bon, il était déjà vieux dans les années 90 et c'est quelqu'un qui recyclait à peu près toujours le même discours. Et déjà son discours à lui, mais qui collait aussi avec le discours d'Henry Kissinger dans les années 80. Donc, en fait, c'est un recyclage de la théorie de l'endiguement, mais là, tu pouvais plus faire de la théorie du discours d'endiguement parce que le communisme international s'était effondré. Ouais. Et donc, ils ont remplacé par les communistes par les musulmans. Ben c'est ça, concrètement. Et donc, cette théorie de la... Enfin, cette théorie, c'est même pas une théorie, parce que, en plus, Francis Fukuyama c'est amendé depuis. Il a reconnu qu'il avait dit n'importe quoi. Oui, mais il a fait beaucoup de mal. Mais il a eu le temps de faire du mal avec son idéologie, en fait, avec sa doctrine. Voilà, son dogme, j'ai envie de dire même. Son dogme, voilà, c'est ça, son dogme. Il faut pas oublier que Fukuyama, c'était, et c'est toujours, un conseiller de l'aile droite du Parti républicain aux États-Unis. Donc c'est vraiment un mec de droite. Et donc quand il dit que c'est la fin de l'histoire, on est arrivé à c'était quoi le mot, au consensus sur un système politique, économique et social. Voilà, le monde serait devenu unipolaire. En fait, il avait intérêt à dire ça. Il avait lui-même intérêt à dire ça, sachant que c'était un soutien fervent de Ronald Reagan. Donc probablement les néoconservateurs, parce que les néoconservateurs au début ils étaient au Parti démocrate et ils ont rallié Reagan après. Et voilà. Donc, et voilà, pour ceux qui ne savent pas, Reagan c'est le modèle économique de Jean-Marie Le Pen. Exactement. Et puis à ça il faut ajouter qu'il y a eu Margaret Thatcher dans le même temps. Donc la fin de l'histoire, c'est cette idée selon laquelle, et c'est ce que Mark Fisher décrit ensuite comme étant le réalisme capitaliste, c'est le capitalisme n'a pas d'alternative. C'est ça, mais c'est la fameuse phrase de Thatcher. Hein. Il n'y a pas d'alternative, there is no alternative, raccourci en Tina. Voilà. Mais alors c'était Margaret Thatcher, il faut se rappeler que c'était celle qui disait
La société n'existe pas, il n'y a que des individus en concurrence. Qu'est-ce que vous me parlez de société? J'ai jamais dîné avec la société. Et moi, ce que je réponds aux néolibéraux, c'est moi, j'ai jamais dîné avec le marché. Voilà. Merci. Parce que, accessoirement. Non, attends, je reviendrai là-dessus après. Donc, ce processus-là de dire il n'y a pas d'alternative, c'est ce qui nous conduit dans une situation politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Oui. qui est la... Rappelez-vous de mon analogie sur les chaises musicales. Mais c'est ça, c'est-à-dire, on est passé d'un consensus politique à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui était à minima sur les institutions et quelques éléments, à un consensus politique qui est beaucoup plus restreint. C'est-à-dire, enfin restreint, au sens où le consensus politique, il est sur le système économique et social, sur le système politique, sur l'économie de marché, enfin sur le capitalisme, le néolibéralisme. Bref, maintenant, le consensus politique est censé être extrêmement restreint. L'espace politique autorisé est restreint. Et donc, le champ autorisé, c'est là que la notion de la fenêtre d'Overton arrive. Mais le champ autorisé de la controverse politique, c'est celui de la gestion. Comment est-ce que je vais gérer? Les choses sont ainsi, il n'y a pas d'alternative, donc la question c'est, est-ce que je gère plutôt de façon favorable à tel camp ou à tel camp? Alors qu'en fait, ça devrait pas être ça, c'est pas ça la politique. La gestion, ça n'est pas de la politique, c'est tout le contraire. Et pendant, au moins jusqu'à 2017, il y avait ce consensus centriste. C'est ça. Alors, je vais pas dire UMPS parce que c'est les mots de l'extrême droite, mais voilà, ce consensus néolibéral, en fait, c'est que vous votiez pour le PS ou pour l'UMP, vous tombiez sur des politiques néolibérales. Ou en tout cas, des politiques qui ne remettaient pas en cause le néolibéralisme. Exactement. C'est-à-dire, de toute façon, ce qui est fondateur là-dedans, c'est Jospin. Lionel Jospin qui dit aux 20h d'Antenne 2, nous sommes... donc il parle de l'économie moderne, et c'était Claude Sérillon à ce moment-là, lui fait remarquer que, mais attendez, vous n'avez pas toujours été pour ça. Il dit, non mais nous sommes pour l'économie de marché, nous sommes contre... je sais plus ce qu'il avait dit, je sais pas ce qu'il avait pas dit, la société de marché, mais c'était ça l'idée, c'est-à-dire... Oui. En gros, tu votes à droite, t'as la société de marché, tu votes à gauche, t'as que l'économie de marché. T'as que l'économie de marché et les politiques de l'identité qui sont aussi un pan du néolibéralisme. Bien sûr, bien sûr. Qui sont une façon d'exploiter les minorités, ça de promouvoir les identités minoritaires, mais de ne jamais parler des conditions de vie, de leur rapport au pouvoir politique. Tout à fait. Et de promouvoir, comme on en parlait hier avec Arnaud, des rôles modèles dans les entreprises, des choses comme ça, mais qui ne changent absolument rien à la vie des minoritaires. Tout à fait. Et tout ça, ça fait qu'il y a effectivement un effondrement. L'idéologie, c'est-à-dire le système organisé d'idées, cohérent. Le système est cohérent, et donc les idées le sont. Le système cohérent organisé d'idées se trouve s'effondre totalement face au réalisme capitaliste qui fait que, eh bien, on considère qu'il n'y a pas d'alternative et donc on gère. Il y a plus qu'à gérer. Les personnes n'existent pas, ce sont des comment on dit, des facteurs économiques. Ce sont des facteurs de production. Ça. Ce sont des agents, des acteurs. Ce sont des agents économiques, des homo economicus. C'est ça. Ou des entreprises, dans un terme extrêmement générique. Ou alors effectivement des agents économiques, au sens où l'agent économique, c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément un homo economicus. Ça peut être une entreprise. Grappe domines economici.
Oui, non, mais puis ça peut être une entreprise. Ça peut être une Bien sûr. organisation. Ça peut être une association, une ONG. Une personne physique, une personne morale. Ça peut être un État. Oui. Puisque l'État doit avoir un rôle mineur, mais un rôle quand même dans l'économie. Oui, ça c'est le principe néolibéral. Les libertariens, c'est ceux qui veulent même plus d'État. C'est ça. Mais sauf que là, si vous voyez l'exemple Milei, ma famille est complètement à la masse et ne comprennent pas. Ils croient vraiment que l'économie est remontée avec ce mec. Mais Milei, il est arrivé au pouvoir, il est devenu beaucoup plus néolibéral que libertarien. Évidemment. Il est à la tête de l'État. Il va pas scier la branche sur laquelle il est assis. Oui. Enfin, vraiment, faut être sérieux, quoi. Et donc, ça fait que lorsqu'on dit Emmanuel Macron est un libéral, ça parle pas. Lorsqu'on dit c'est un ultralibéral ou un néolibéral, ça parle pas. Lorsqu'on dit Karl Marx, ça devient oh là là, Staline. Oui. Lorsqu'on dit Karl Marx, on entend le goulag. Non. Non. Karl Marx, c'est d'abord une œuvre incomplète. Ouais, en plus, alors apparemment, qui a été mal recollecté. En plus. C'est apparemment à cause de ça que le Capital serait très difficile à lire, voire illisible. C'est pour ça que c'est un sacré travail pour les éditeurs aussi. Oui. Et bravo à tous les éditeurs qui ont essayé de reconstituer le Capital, parce que c'est pas facile. Lorsqu'on dit Maurras, ça nous donne Macron qui dit oui, alors il a sans doute écrit des très beaux livres. Mais merde en fait. Oui, merde. Enfin, c'est pas ça de la politique. C'est pas oh oui, j'ai pas lu Monsieur Maurras, mais je crois que son œuvre est machin truc. Mais Le problème, c'est pas la qualité de sa production littéraire, c'est le contenu de sa production littéraire. on peut parler de Bainville aussi. Enfin, Exactement. Bainville qui est cité par Darmanin à l'Assemblée nationale. voilà. Donc, l'effondrement total des idéologies traditionnelles et surtout d'une idéologie conduit, me semble-t-il, à un problème de conceptualisation. Et ce qu'on voit dans une partie de cette vague brune, c'est qu'elle... bon, ça on le sait depuis longtemps, hein, que l'extrême droite réussit là où avant il y avait le Parti communiste. Mais l'extrême droite, elle plaque ses concepts sur des réalités qui ne sont plus conceptualisées par les grandes idéologies, par notamment l'idéologie marxiste, parce que justement celle-ci a été totalement disqualifiée. C'est Par comme, un processus je crois qu'il y politique. avait, hier, on parlait du débat, je pense que c'était en off, hein, du débat entre Louis Boyard et Guillaume Carayon. Non, non, c'était pas Carayon, c'était Georges, là, de Livre Noir, donc, personne dont je ne pense aucun bien, bref, mais qui a balancé ce fameux cliché confusionniste, comme quoi Marx aurait dit que l'immigration était l'armée de réserve du capitalisme. Et donc, c'est des gens comme Paduring ou d'autres qui ont fait le travail de dire que non, Marx n'a jamais dit ça. Les armées de réserve du capitalisme, comme le dit Marx, c'est les saisonniers, les précaires et les chômeurs. Tout est dit. Je suis énervé. Sérieusement, je suis énervé. Non mais, enfin, ça dit bien que je sais pas si ce serait utile, mais bon, tant pis, je vais parler de ça. Il me semble que ce serait intéressant, en cours d'éducation civique, qui ne s'appelle plus comme ça puisque maintenant c'est enseignement moral et civique, donc déjà on a un problème, mais bon bref. Il me semble qu'il serait utile, en cours d'éducation civique, d'avoir un cours consacré à l'idéologie, aux idéologies politiques, qui permettent justement, le but normalement de ce qu'on appelait
Cyril, à notre époque, ECJS, éducation civique, juridique et sociale. Qui a été remplacé malheureusement par la faute de la gauche par un cours d'enseignement moral et civique. Ah non, c'est Blanquer qui a fait ça. Ah bon, mais je crois que c'était déjà projeté le cours la Non, cours de morale laïque. non. Ah, donc c'est les droitards de mon lycée qui m'ont pissé dans le crâne en fait. Alors peut-être qu'il y avait Najat Vallaud-Belkacem avait ça en tête. Pas forcément, pas l'enseignement moral et civique tel qu'il a été mis en place ensuite par Jean-Michel Blanquer, mais peut-être, parce que ça pour le coup, EMC c'est Jean-Michel Blanquer. Je peux te le confirmer. J'ai vu l'évolution des programmes à ce moment-là, c'est Jean-Michel Blanquer. En revanche, en ce qui concerne un enseignement, je crois qu'il y avait eu cette idée qu'il faudrait peut-être faire un enseignement laïque des religions. Je crois que c'était un peu ça l'idée. Peut-être que ça c'était déjà le cas avec Najat Vallaud-Belkacem. Peut-être. Mais le retour de la morale à l'école, c'est comme ça que ça avait été présenté par Jean-Michel Blanquer, c'est Jean-Michel Blanquer. Et c'est là qu'on comprend la tête que Najat Vallaud-Belkacem a fait lorsqu'elle a vu que Jean-Michel Blanquer lui succéderait. Bref. Ah oui. Alors il était pas très connu à l'époque de mémoire. Bah, C'est pas quelqu'un qui avait un nom il était dans le domaine connu. public avant. Il était connu au sein de la classe politique. Remarquez les guillemets s'il vous plaît, j'aime pas cette expression. Ouais. Il était connu parce qu'il avait été conseiller auprès de Nicolas Sarkozy. Enfin voilà. De toute façon, c'était su que c'était un mec bien de droite. Voilà, et on l'a vu s'appliquer discours réactionnaire et une pratique très autoritaire de son ministère. Voilà. D'où un des chants des profs contre Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire, on veut pas bosser pour toi. Voilà. Donc. On chantait ça le 5 décembre avec un pote. Voilà, je pense qu'un cours de CJS tel qu'il pouvait être imaginé dans sa logique de former des citoyens éclairés, bon, j'aime pas le terme, mais disons permettre aux Français, permettre aux lycéens de devenir des citoyens éclairés, et là c'est mieux. Permettre aux lycéens de devenir des citoyens éclairés, ça passe par le fait d'avoir une culture politique. Voilà. Et c'est pas avec les cours d'histoire qu'on peut le faire. Exactement. Et moi j'étais content que en terminale, ce cours-là était assuré par mon prof de philo. Le CJS ? Ouais. T'as de la chance, hein. Enfin, en tout cas, c'était qu'en terminale. En première, c'était encore le prof d'histoire. Mais oui, on a fait un cours sur la laïcité. Moi, j'ai commencé par définir ce qu'elle n'était pas. Bien vu. Je rappelle qu'on était en 2015 et que Ouais. le concept à l'époque, c'était un concept qui, alors, ça fait déjà des années que c'était un concept, disons, polémique. Ouais, il faut se souvenir que il y avait eu des questions. Je crois que les propos de Dieudonné, certains avaient questionné l'illégalité de ses propos au regard de la loi de 1905. Mais bon. Ah oui. Mais au-delà de ça, les polémiques autour de la laïcité, 2004. Souvenez-vous de la loi de 2004. Oui. Personne ne propose d'abroger, mais. La loi de 2004, c'est celle qui interdit le voile à l'école. Voilà. Pour ceux qui auraient oublié. Oui, personne ne propose de l'abroger. Il suffit de voir. Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles parce que ça a été discuté dans un des débats que j'avais regardé. Attends. C'était Jordan Bardella qui avait pris à partie Manuel Bompard. Donc c'était dans le premier débat. Emmanuel Bompard qui a dit mais nous on propose absolument pas de revenir sur la loi de 2004. Et il expliquait la baya ça n'a rien à voir. Bon. Parce que évidemment il s'était fait tacler là-dessus. Manuel Bompard, enfin c'était un tacle, il y avait faute, là il y avait carton rouge. Et deux pieds levés. Deux pieds ils sont levés du sol, j'ai vérifié.
La VAR a donné son verdict, c'est carton rouge. Ouais, et alors, mais c'est vraiment un lieu, une scène politique d'hystérie et de panique morale complètement délirante, puisque ça a donné lieu à des choses comme, suffit d'être une jeune femme d'origine maghrébine et de porter un kimono, mais un kimono, les gens, Alors, pour se faire attention, virer de cours. un kimono au sens un vêtement avec la coupe appelée kimono. C'est Pas un ça, vrai kimono. ouais. Donc ça pourrait être un yukata, mais en Non, mais gros. même pas. Là, la chemise que je porte. Bon, Cyril, tu le vois pas, mais enfin, je sais pas si tu le vois. Mais la Ah si, chemise, je la vois. voilà, la chemise que je porte, ça pourrait presque être coupe kimono. Parce que, Ouais. en fait, elle est ouverte. Hein, j'ai un t-shirt en dessous. C'est à cheval entre coupe. Je crois que c'est une coupe kimono, ça. Mais c'est à cheval avec les chemises hawaïennes, quoi, quasiment. Sauf que, bah, c'est pas une chemise hawaïenne, quoi. C'est le genre de chemise qui pourrait être coupe kimono. Je sais pas si c'est le cas. De toute façon, vu la marque que c'est pas impossible. Mais c'est ça, hein, coupe kimono, à peu près. Ne venez pas me dire que c'est un abaya ou un hamis, étant donné que je suis un homme. Oui. Et de toute façon, c'est pas parce que des musulmans portent ces vêtements-là que c'est un vêtement religieux. Oui. Parce Et que à ce enfin, niveau-là, comme tu le dis, Cyril, il faudrait interdire les kimonos, mais les vrais kimonos. Parce ouais, que faudrait. ça, pour le coup, de toute façon, bon, personne n'en porte en France, mais voilà, raisonnement par l'absurde. Il faudrait interdire les vrais kimonos parce que, tu comprends, c'est un signe d'appartenance à la religion Shinto. Oui. Voilà, voilà. Mais il y a tout ce délire vraiment de même de l'abaya ouais, de l'abaya par destination même. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, bon, je ne suis pas une femme, mais moi j'ai ce réflexe en été vu que je déteste sentir la transpiration sur mon corps, d'aller jusqu'à acheter des vêtements une taille au-dessus, faire exprès de Ah ouais? flotter dedans. Et du coup, dans cette logique-là, si une femme fait ça, est-ce qu'elle serait criminalisable dans cette logique? Bah, si je pense l'avoir bien comprise, oui. Délictualisé, je sais pas si ça se dit, parce que c'est pas un crime quand même, mais Ouais, c'est ça, ouais. ça reste. Non, je sais même plus si c'est un délit. De toute façon, l'interdiction de l'abaya, je crois que c'est pas passé par la loi, ça a dû passer par décret, je crois. Faudrait revérifier, De hein, mémoire, oui. faut vérifier sur Légifrance, mais de toute façon, la plupart des choses qui sont faites dans l'éducation nationale, c'est par décret, c'est pas par des lois. Parce que les pouvoirs du ministre de l'Éducation nationale sont extrêmement étendus. Voilà. Pas autant que ceux du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, je le dis à nouveau, je souhaite que le ministère de l'Intérieur soit dissous. Voilà. Je l'ai déjà dit, je le redis aujourd'hui, on est en période de campagne, donc j'en profite. Je mets cette idée-là sur la table, peut-être qu'un jour quelqu'un s'en emparera. Si c'est le cas, j'en serai très content. Je pense que ce ne sera pas le cas, mais c'est pas grave. Le ministère de l'Intérieur ne devrait plus exister. Le Japon se débrouille relativement bien sans ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est dit. Bon, je ferme cette parenthèse, tout ça pour dire, voilà, dans le domaine de l'éducation nationale, les pouvoirs réglementaires du ministre sont extrêmement étendus. Et c'est ce qui fait qu'on peut changer les programmes très souvent. C'est ce qui fait qu'on peut interdire des tenues sans passer par la loi. En fait, parce qu'il suffit de faire une directive. Étant donné que ensuite ça passe par les règlements intérieurs des établissements, t'envoies une directive enfin c'est pas une directive, le nom ça s'appelle autrement, mais enfin c'est l'idée, au directeur d'établissement, au chef d'établissement partout en France, et puis voilà, ils font appliquer le règlement intérieur d'une certaine façon. Et c'est Puisque comme ça qu'on se retrouve avec des gamines de 15 ans qui se font juger leur tenue par un vieux prof quinquagénaire qui leur dit ah, non, ça passe comme tenue, ça passe pas comme tenue. c'est exactement ça. Et à ce sujet, j'aimerais bien parler, non pas de l'abaya, parce que ça c'était le délire de Gabriel Attal, mais le Oui. délire de Jean-Michel Blanquer, sur les... Crop top. Voilà. Vous êtes sérieux, les Bon. gars?
Genre, Moi, je me souviens de ce que j'avais dit à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, cette polémique, cette panique morale, elle avait été lancée en septembre, alors qu'il y avait une canicule, il faisait 34 degrés dehors. Donc, j'imagine même pas ce que c'est dans les salles de classe, parce que si vous êtes allé dans une école publique récemment, vous savez que les salles de cours sont très mal aérées. Donc, s'il fait 34 degrés dehors, il doit en faire 48 dans la salle. peut-être pas autant, mais ouais, Ouais, il 42. faut. Il fait chaud dans la salle. Voilà, il fait chaud dans la salle, il n'y a pas d'air et bon, bah, ça, et évidemment tu t'endors parce que c'est ça, l'école en France, hein, on te fout dans une salle mal aérée à 8 heures du matin et on t'engueule parce que tu t'endors. Voilà. Et cette. Alors, je sais pas si ça avait été réellement interdit, le crop top. Je crois que certains établissements l'ont fait, mais il me semble pas qu'il y ait eu de directive nationale. Mais il suffisait d'un propos du ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur. Pardon. De Dieu de l'éducation nationale, bah. C'est toi qui es en train de dire prof égal flic là. Pardon. That's on me. Donc, je me souviens d'ailleurs avoir râlé sur Twitter à ce moment-là, parce que Jean-Michel Blanquer a dit « À l'école, il faut une tenue républicaine !» Oui, Ça ne veut rien dire. mais c'est ce que dit Eric Hazan dans son petit livre, hein. Si vous le trouvez, je vous le conseille, c'est un livre qui s'appelle LQR, la propagande du quotidien. Donc LQR, c'est pour Lingua Quinte Republicae, donc Ah oui. langue de la Cinquième République, qui explique comme ça certains éléments de langage comme problème, république, diversité, Il toutes sortes de faudrait, mots comme ça. il faudrait remarquer l'utilisation abusive du mot problématique aussi, Ouais. qui est un vrai problème là pour le coup. Qui a remplacé le mot question. Exactement. Alors que une problématique, c'est un ensemble de questions et de problèmes qui font système. Pour rappel, hein, une problématique, c'est pas l'équivalent d'un problème ou d'une question. C'est beaucoup plus large. C'est pour ça que c'est pour ça que lorsqu'on dit, je vais faire le prof 2 secondes, lorsqu'on dit pour une dissertation, tu dois trouver ta problématique, c'est pas genre tu poses une question sur le mode qu'est-ce qui va se passer demain. Non, tu trouves toutes les questions qui se posent et tu essaies d'en faire quelque chose de global. C'est ça une problématique. Bref. Et bon, j'aime beaucoup mon prof de tennis, hein, mais quand un prof de tennis te dit la problématique que tu montres, c'est machin. Non. Le problème de je me pète la cheville. C'est pas une problématique, se péter la cheville. Non, la problématique de je me mets la cheville, ce serait questionner la qualité du terrain, Voilà. la qualité de mon propre équipement, les qualités je sais quoi, de mes chaussures, hein, voilà. De ma course en avant. Voilà. Voilà. Mais c'est pas une problématique. C'est. Se péter la cheville, c'est un problème. C'est un gros problème, mais c'est pas une problématique. Oui. Bref. Donc ouais, la panique morale sur l'abaya, la panique morale sur les crop tops, c'était aberrant. Et en fait, tenue républicaine. Je vais vous faire une proposition. C'est plus ou moins celle que j'avais faite sur Twitter à l'époque, mais tant pis. Tenue républicaine, je pense qu'il faudrait tenter un truc. Du genre, casquette bleue, t-shirt blanc et pantalon rouge. Voilà. Alors, est-ce que ça va? bah, limite, c'est ce qu'ils pourraient faire au SNU. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pas le cas au SNU. Hein. Alors, je sais plus de quelle couleur elle est exactement la tenue du SNU, mais ça pourrait être ça. Mais je crois que c'est surtout du bleu et du blanc. Ouais. Est-ce que et des encadrants compétents, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, alors ça, on va pas en parler aujourd'hui. Est-ce que tu sais, vraiment question extrêmement naïve, est-ce que tu sais s'il y a un statut d'objecteur de conscience avec le SNU ou pas? Non. Faudrait qu'on se renseigne. Non, je sais que voilà, il y a des. Alors, est-ce qu'il y a des réfractaires au SNU? Oui, il y en a. Mais, voilà, mais après, il n'a pas encore été généralisé. Tu peux refuser de le faire. Alors, de toute façon, il n'est pas encore obligatoire. Voilà, il est ni obligatoire ni généralisé. Donc, je pense que la première étape, c'est le généraliser. Et ensuite,
pour Gabriel Attal. Première étape généralisée et dernière étape, seconde étape, rendre obligatoire. Mais Oui. Mais tout ça dans un processus vraiment d'asservissement de jeunes générations qui font peur au pouvoir. Parce que, voilà, en fait, on a compris, nous, les jeunes, et ça peut être que de ceux qui arrivent, la jeunesse qui arrive et celle qui est déjà là, on a compris que ça, c'était pas notre genou, en fait. On a compris qu'on nous pissait dans le crâne, et notamment, je pense à ma génération, à moi, celle qui est entrée dans l'adolescence, dans la période qui allait de la crise des subprimes jusqu'à la crise de la dette grecque et au quinquennat Hollande. ouais. On a grandi avec aucune image positive du capitalisme, par exemple. Nous, on a vu un capitalisme en crise qui faisait n'importe quoi. Mm. On a vu des images de vieux de 75 ans aux États-Unis qui retournaient travailler parce qu'ils n'avaient plus de fric. Et on voit les mêmes au Japon encore aujourd'hui. Oui. Mais il y a non seulement effectivement ce que tu dis, la mauvaise image du capitalisme qu'on a nécessairement en ayant grandi à cette époque-là. Et l'autre part extrêmement inquiétante, c'est le côté remilitarisation. Mais bien sûr. Depuis des années, une grande partie du monde s'était engagée dans un processus de désarmement. Et là, Et avec le contexte ukrainien. notamment la France, les États-Unis. Alors, ça nous a conduit effectivement à un débat, pour le coup, extrêmement dur entre la droite et la gauche là-dessus. Pour le coup, s'il y avait bien une énorme différence entre la droite et la gauche jusqu'à Hollande, c'est la position sur le budget militaire. Même si Sarkozy, de toute façon, avec son non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, il a réduit les budgets de la défense, mais François Hollande a poursuivi ça. Même s'il a envoyé les troupes au Mali et en Centrafrique, il avait poursuivi la réduction du budget de la défense. Emmanuel Macron, c'est l'inverse. Emmanuel Macron, il a augmenté le budget de la défense. Dès son premier quinquennat, dès le début. Et d'ailleurs, depuis Emmanuel Macron, je vous rappelle que ce ministère ne s'appelle plus ministère de la Défense, mais ministère des Armées. Oui. Ça veut dire, en fait... les mots ne sont pas anodins. L'intitulé d'un ministère, il dit quelque chose. Lorsqu'on est ministère de la Défense, on est là pour défendre uniquement. Lorsqu'on a un ministère des Armées, ça veut dire qu'on entretient des armées et on ne te dit pas ce qu'on va en faire. C'est la fameuse ambiguïté stratégique. Mais ça veut dire qu'on envisage, étant donné que c'est plus seulement de la défense, on envisage l'offensive. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça contribue à une remilitarisation générale et globale du monde. Oui. Et c'est ce que l'on voit. C'est ce que l'on voit. Les ventes d'armes ne se sont jamais aussi bien portées. Et au-delà, et je pense que ça c'est aussi un terreau favorable à l'extrême droite, honnêtement. Mais on devrait plus parler de ça, il me semble. C'est un angle mort du débat public et du débat politique, parce que c'est un enjeu qu'on ne maîtrise pas forcément et qu'on n'a pas forcément bien chiffré. C'est pas chiffré le mot, mesuré quoi. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quelque chose d'extrêmement grave. Et il faut qu'on prête attention à ça. On peut pas se dire juste, faut qu'on se défende parce que les autres ils vont pas nous faire de cadeaux. Oui, mais en fait, le multilatéralisme, la diplomatie avait conduit à un désarmement partiel du monde, notamment en matière nucléaire. Il ne faut pas oublier que le traité de non-prolifération, c'était un énorme acquis des diplomaties occidentales qui a permis d'éviter la prolifération des armes nucléaires. Mais la Russie s'en est désengagée.
Et ça doit nous interpeller. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y avait déjà eu très peu de réactions à ce moment-là. Très peu. On aurait dû réagir plus fortement. Parce que les États-Unis en ont pris acte en se retirant de leur côté aussi. Et ce traité n'a plus de valeur. Le seul pays aujourd'hui qui soit réellement attaché à l'application du traité de non-prolifération, c'est le Japon. Le Japon. Je ne dis pas que c'est un nain diplomatique, c'est tout le contraire. Simplement, s'il y a un seul pays qui promeut ce traité qui est censé être multilatéral, qui est censé permettre justement que le monde soit plus apaisé, on n'ira pas loin. Hein. On n'ira vraiment pas loin. Et vraiment, c'est vraiment un gros angle mort, ça, il me semble. Parce que, de toute façon, on peut pas en parler parce qu'il y a la guerre en Ukraine. On peut pas en parler parce qu'il y a la guerre en Palestine. Mais les gars, en fait, c'est justement le moment ou jamais d'en parler. Oui. C'est justement parce qu'il y a la guerre que c'est le moment ou jamais de dire qu'il faut désarmer le monde. Enfin bref, voilà. J'ai un peu divagué. Mais ça, c'est quelque chose qui... Je sais pas si ça m'effraie, mais en tout cas, le SNU est, à mon sens, vraiment symptomatique de ça. Hein. Oui. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah oui, c'est... comment dire, ils veulent faire... veulent nous occuper mentalement. Quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis, c'est une façon de faire des petits Français, hein. Oui. Mais sauf que... C'est un discours très Troisième République. Bah ouais, c'est ça, c'est très vieillot. Et ça veut dire quoi être français? Enfin, je veux dire... S'il y avait un consensus politique sur ce que c'est que être français, ok. Mais il n'y a pas de consensus politique là-dessus. Puisque l'extrême droite te dit que être français, ça n'est pas X, Y ou Z. Que la gauche te dit que être français, c'est plutôt ABC. Et le centre autoritaire, pardon, la droite, te dit bah être français, c'est ABC plus XYZ. Enfin, s'il n'y a même pas de consensus politique là-dessus, le SNU n'a aucun sens. C'est une façon de brutaliser complètement les choses. Mais bon, on a l'habitude, hein, depuis 2017, il n'y a que ça. Mais à part ça, tout ça, c'est de la faute de Jean-Luc Mélenchon. Eh, mais vous comprenez, Jean-Luc Mélenchon, il est d'extrême gauche. Oui, parce qu'il parle fort. Ouais, parce qu'il parle fort. Alors que les gens, si vous ne savez pas, s'il parle fort, c'est parce qu'il est à moitié sourd. Mais... Comment? Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est... Alors, il est à moitié sourd, mais ça excuse pas tout. Enfin, je veux dire, il y a quand même des propos problématiques de Mélenchon. Voilà. Et je fais partie de ceux qui disent que s'il n'y a plus Mélenchon à gauche, ça n'est pas grave. Bon, simplement, c'est vrai que c'est le meilleur porte-parole. Mais la gauche, c'est pas que Mélenchon. Et c'est toute la force du nouveau Front Populaire, c'est justement, non pas d'avoir réellement mis Jean-Luc Mélenchon à l'écart, mais d'avoir construit ce programme notamment, voilà, la gauche a construit le programme du nouveau Front Populaire, notamment grâce à l'héritage de Jean-Luc Mélenchon. Mais sans faire de Jean-Luc Mélenchon la figure centrale. Et ça, c'est bien, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est bien, ça me plaît. Le seul truc, quand même, c'est que... comment dire le problème, c'est ce que certains en font. Cyril, as-tu vu passer un extrait de l'événement d'hier soir?
Non, Alors, je ne crois pas. j'ai vu passer un extrait de Raphaël Glucksmann qui m'a beaucoup, beaucoup dérangé. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand tu es dans une alliance, quand ton alliance, tu l'as fait dans l'idée de gagner une élection, est-ce qu'il est utile ou nécessaire de tirer en permanence dans les pattes de ton voisin? Je ne crois pas. Or, Raphaël Glucksmann, hier soir, a dit que c'était la fin de l'hégémonie culturelle de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Et que c'était une bonne chose. Merde. Donner du grain à moudre à la droite comme ça, sur un plateau d'argent, c'est dégueulasse. Ouais, mais C'est trop facile. Glucksmann vient d'où? Non mais je sais, il vient de l'extrême droite. Mais au bout d'un moment, si c'est ça ton idée, qu'est-ce que tu fous dans cette alliance? Fallait dire non direct. Oui, Il avait dit non certainement. dans un premier temps et il s'est ravisé. Mais pourquoi tu t'es ravisé en fait? Si c'est pour faire ça, si c'est pour juste taper sur Mélenchon et donc par extension, parce que quand il parle d'hégémonie culturelle de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche, il parle pas que de Mélenchon. Il parle de Mathilde Panot, il parle de Clémence Guettet, il parle de Daniel Obono. Enfin, au bout d'un moment, vous avez fait un programme de gouvernement, vous avez fait un programme de gouvernement ensemble. Ça va quoi? Parce que si la gauche gagne, ce qui est encore possible, arithmétiquement en tout cas, Mélenchon sera pas ministre? Sérieusement? Enfin, je veux dire, ça paraît très improbable quand même. C'est possible si c'est Hollande qui est Premier ministre. Bon. Mais il n'empêche que il est quand même probable que Jean-Luc Mélenchon dispose d'un poste de ministre. Ou si c'est pas lui, un de ses proches. Sinon, à quoi elle sert cette coalition? Tout à fait. Il a fait quoi, Jospin, en 97? Il a donné des postes aux autres membres de la coalition de la gauche plurielle. Mitterrand a fait la même chose en 81. Il a nommé des communistes. Bon, ils ne sont pas restés très longtemps, mais mais il a nommé des membres du Parti communiste. Donc bon, Marie-Georges Buffet, par exemple, elle était ministre sous Jospin, puisqu'elle faisait partie, parce que le PCF faisait partie de la gauche plurielle. Donc bon, même si on n'est pas obligé de tous être d'accord, les attaques ad hominem, c'est très exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est des méthodes déloyales, d'une part, et d'autre part, parce que ça, c'est quelque chose qu'on choisit en général pour désigner son adversaire politique. Les attaques ad hominem, c'est contre un adversaire politique, dans le discours. Alors, pourquoi faire ça? Est-ce que Raphaël Glucksmann imagine vraiment que demain, c'est lui qui aura le leadership de l'alliance des gauches, l'alliance de gauche? Bah non, en fait. C'est pas lui. Député européen, ok. Tête de liste PS, ok. Mais enfin, aux dernières nouvelles, c'est pas lui qui dirige le groupe au Parlement européen. C'est Manon Aubry. Enfin, pardon, je veux dire, lui ne dirige pas son groupe au Parlement européen alors que Manon Aubry dirige son propre groupe au Parlement européen. Excusez-moi, j'ai fait un raccourci. Euh, Donc, le Parti socialiste français, il pèse plus grand-chose dans le Parti socialiste européen, qui ne s'appelle même plus Parti socialiste européen, il s'appelle SED, sociodémocrate. Si vous pesez pas grand-chose en Europe, si vous pesez pas grand-chose en France, que Raphaël Glucksmann représente un courant minoritaire du Parti socialiste, ça va au bout d'un moment. LFI est critiquable. Je l'ai déjà dit. Et je suis critique de LFI. Il n'empêche que il faut pas tirer la couette tant qu'on sait pas quelle taille elle fait.
Oui. Parce que si tu tires la couverture vers toi, mais qu'en fait ta couverture elle est pas plus large que 1 cm², bah bravo mon gars, t'as gagné l'étape du Tour de France. Bah enfin t'as pas gagné le Tour de France pour autant. Voilà, bon, excusez-moi, j'avais envie de râler parce que l'utilisation permanente de la figure de Jean-Luc Mélenchon, il y a un moment c'est trop facile parce que c'est un moment où on n'argumente pas et où on fait pas de politique alors que c'est exactement ce qu'on devrait faire. Voilà. Puis le coup du SMS de Rachida Dati mercredi soir sur BFM TV, mais quelle honte. T'as vu ça, Cyril? Non, Ah. Alors, as-tu entendu parler d'un clip de rap qui est sorti récemment peut-être. euh, contre le Rassemblement National? Ah oui, c'est le morceau de 20 minutes là. Ouais, je crois que ça fait 20 minutes, ouais. Un truc Donc, j'avais pas encore écouté, mais ouais. où j'ai entendu sur le plateau de LCI des trucs dits à ce sujet qui étaient ah, mais c'est très violent, c'est gravissime, machin. Ils n'ont pas diffusé le moindre extrait. Il y avait juste les images qui tournaient. Donc les paroles, on les a pas entendues. Déjà, c'est limite. Et donc mercredi soir, sur le plateau de BFM TV, la première question, ça vraiment ça m'énerve. La première ou la deuxième question d'Apolline de Malherbe à Marine Tondelier, c'était sur ce clip. Enfin, juste parce qu'il y a des paroles violentes dans ce clip à l'égard du Front National, est-ce que vous condamnez? Mais c'est quoi cette question à la con? C'est quoi ce niveau zéro de politique? Ça n'est même pas de la politique. Et pour le coup, je trouve que la réponse de Marine Tondelier était très bien. Apolline de Malherbe qui dit que Marine Tondelier n'a pas répondu à sa question alors que c'est le cas. Enfin bref, c'est Apolline de Malherbe, quoi. Puisque Marine Tondelier avait répondu, mais les codes du rap sont des codes dans lesquels le langage est plutôt violent. Oui. Et c'est vrai. C'est-à-dire, si on doit condamner ce clip, ce morceau, on condamne tout le rap, hein, en fait. Faut-il condamner la Marseillaise? Très bien vu. Très bien vu, Cyril. Qu'un sang impur abreuve... Attends. Ça sent la pure avoir nos sillons. Bon, ça à la limite, c'est surtout ce qu'il y a avant. Égorger nos fils et nos filles et nos compagnes. Bon, après, ça parle des étrangers, donc c'est pas étonnant que l'immigration soit vue comme un problème par tous les gens qui chantent la Marseillaise en permanence. Mais bon, bref. Attends. Faudrait que j'essaie de retrouver... parce qu'il y a des paroles problématiques dans la Marseillaise. Oui. Ouais, bon, je retrouve pas, c'est pas grave. On en reparlera une prochaine fois. Mais ça aussi, je crois que c'était Eva Joly, non, qui avait proposé de changer l'hymne français. Peut-être, oui. Et tout le monde lui est tombé dessus en mode ah, mais c'est une honte. Bah, les gars, regardez le texte. Hein. Oui. Et regardez ceux des voisins. Déjà, en Espagne, il n'y en a pas de texte. Écoutez Fratelli d'Italia. Pas le parti. L'hymne. L'hymne composé par. Ah, comment il s'appelle? Le grand romantique italien. Verdi. Fratelli d'Italia, c'est magnifique. Après, je comprends pas l'italien, hein, mais pour le peu. Enfin, je comprends par association avec le français et l'espagnol, quoi.
mais pas plus. Si vous regardez Fratelli d'Italia, si vous regardez l'hymne britannique, bon, God Save the King, c'est pas, ça a rien à voir avec la Marseillaise. Bon, je retrouve pas les paroles problématiques de la Marseillaise, mais il y en a. Oui. Il y en a et il y en a trop. En réalité, tiens, je vais reprendre, revérifier ça. Hop. Touc. Merde. L'étendard sanglant est levé. Oui. L'étendard sanglant est levé, pardon. Ça vous va? Mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, dans nos bras, hein, je crois. Égorger nos fils et nos compagnes. Ouais. Non, en fait. Aux armes citoyens. Ça veut dire quoi, ça? Aux armes citoyens? C'est un appel aux armes. C'est un appel à se battre. C'est un appel à la violence. Donc, si on cancel les clips de rap, Voilà. on cancel la Si on Marseillaise. se met à 5 sur le dos d'un rappeur, juste parce qu'il a dit ouais, je vends du shit, et qu'on parle pas de ce qu'il y a là-dedans. C'est comme là, je regarde mes commentaires YouTube. Là, bon, j'ai le droit à un deuxième commentaire raciste là, sur la vidéo. La vidéo sur Christine Boutin, il dit ah oui, bizarrement quand c'est des arbres et des noix, vous subissez mais dénoncez jamais l'homophobie et la transphobie qui serait d'après ce commentaire bien plus présente chez eux. Donc voilà, il y a encore un truc qui est que c'est une espèce d'interprétation fallacieuse du silence où le truc c'est qu'il y a de l'homophobie et de la transphobie chez tout le monde en France, hein, dans toutes les populations. Bien sûr. Bien sûr. Et donc oui, bien sûr que ça existe dans les banlieues, que ça peut être extrêmement violent, mais tout de suite, il y a tout de suite ce réflexe de protéger quand on dénonce l'homophobie et la transphobie de la bourgeoisie blanche qui composait globalement la manif pour tous. Mais parce que moi, aussi, enfin, l'homophobie des bourgeois, je sais très bien ce que c'est, je l'ai subi, même si elle n'a pas trop été dans la violence physique, elle aurait pu, et ça n'a rien à envier à l'homophobie qu'il peut y avoir ailleurs. C'est Ouais. juste que, évidemment, l'homophobie, c'est jamais de la faute, c'est jamais de la faute des classes dominantes, quoi. C'est jamais de la faute des privilégiés. Et puis, il y a un glissement hein, sur ce qu'on considère comme étant un propos ou un comportement homophobe. Oui, Mine de rien, je repenserai toujours à ce que j'avais entendu qui avait été dit par une prof que j'avais vue au lycée. J'ai pas assisté à la scène, on me l'a raconté. Mais en gros, une prof qui dit à un de ses élèves homosexuels qui, en plus, il était dans le placard, comme on dit. et attends, voilà, il n'a pas fait son coming out auprès de ses parents. Il ne l'a pas fait parce qu'il craignait que ça lui tombe dessus, quoi. Et elle lui dit d'être plus discret. Elle lui dit d'aller encore plus profondément dans le placard. C'est pas homophobe, ça? Ça l'est totalement, mais trop de gens s'en rendent pas compte. Et t'as un tas de connards qui te diraient que non, c'est pas homophobe. Si, ça l'est, les gars. Ça l'est complètement, en fait. C'est-à-dire, Mais il faut voilà, restreindre les gens. Si des jeunes queer passent sur ce stream, hein, si vous avez peur de sortir du placard, ne le faites pas. Enfin, voilà, ne vous sentez pas obligé de le faire, surtout.
Si vous savez, si vous doutez du milieu dans lequel vous êtes, de votre entourage, voilà, c'est que vous pensez que vous ne devriez pas le faire, c'est pas un problème. C'est juste n'ayez pas honte de vous-même. J'ajouterais une autre chose. Euh, le... Tous les gens qui out des homosexuels, c'est concrètement une mise en danger de leur vie. Oui. Et je crois que c'est hors la loi aussi. En tout cas, si c'est les pages, je l'espère. Bah, je me demande. Je me demande si c'est illégal et si jamais c'est illégal, de quelle façon? Selon quel... Ah, voilà, alors, outing, la cyberneticproject.eu, le fait de révéler publiquement l'orientation sexuelle ou la transition d'une personne contre sa volonté peut constituer en droit français une atteinte à la vie privée. Mais voilà, tu vois, Article 226-1 du Code pénal. c'est qualifié en atteinte à la vie privée. C'est pas des faits d'homophobie. C'est pas des faits de transphobie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, Bon, c'est pour ça, il y a eu des pratiques militantes d'outing de personnalités qui étaient voilà. qui étaient anti-LGBT. Donc, moi, j'ai jamais cautionné ça, pour des raisons assez facilement identifiables, hein, que c'est globalement une pratique dangereuse et qu'elle ne devrait pas être normalisée dans quelque circonstance que ce soit. Et que oui, c'est une atteinte à la vie privée déjà. Non seulement c'est une atteinte à la vie privée, mais ça va plus loin que ça en fait. Et Ouais, c'est... parce que quelqu'un peut perdre son travail, peut être ostracisé par sa famille ou d'un quelconque groupe, autre groupe dont il fait partie à cause de ça. Ou alors s'il vit... Pardon, si cette personne vit dans un endroit où un climat de Oui. LGBT-phobie ambiant est extrêmement fort, si bien que révéler que cette personne fait partie de la communauté LGBT pourrait entraîner des violences, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Et, par exemple, mon lycée, il y avait, alors LGBT-phobie, il y avait globalement du sexisme à Buffon. Oui, alors là, ça Et on m'en aussi... parle encore, hein, des gens qui travaillent dans d'autres lycées proches, savent qu'il y a vraiment des problèmes de sexisme dans ces coins-là. Et donc oui, c'était un endroit dont j'avais pas vu le sexisme et que j'avais un peu idéalisé. C'est fini le collège. Et donc voilà, encore une fois, les racistes qui disent que c'est jamais de la faute des blancs, bah si, en fait, les blancs il y a toujours du sexisme. Eh Cyril, c'est un exploit. Parce que là, on vient de réussir à recoller avec le titre du stream. Voilà, Bordella ne veut pas débattre avec les femmes. Bravo Cyril. Ça peut faire la conclusion. D'autant qu'il est midi et quart et que je crève la dalle. Ouais. Pour J'avais pris une barre de être honnête. céréales pour tenir parce qu'en fait, je me suis rendormi parce que j'ai mal dormi. Et le problème quand tu fais la sieste, des fois, c'est que ça donne faim la sieste. C'est vrai. C'est totalement vrai. Bon. Alors, ce que je te propose, Cyril, c'est que on conclut ce stream. Hein. Est-ce qu'on avait prévu de se revoir dimanche? Eh ben écoute, ça va être la question à Ouais. laquelle nous tâcherons de répondre dans les Donc, prochaines heures. peut-être. Voilà, Peut-être dimanche, peut-être lundi matin, je suis pas sûr, mais Ok. c'est-à-dire, s'il y a de nouveau un live, ce sera très certainement dimanche soir après 20h. Genre par exemple entre 20h30 et 22h, un truc comme ça, tu vois, à peu près quoi. Sinon, bah, ce sera une autre fois. Parce que là, on va prendre nos quartiers d'été, les amis. Et donc, pour ma part, Oui. je ne serai pas là. En tout cas, j'aurai pas une connexion internet suffisamment stable pour faire des streams. Donc, le retour des streams, ce sera pas avant le 18 juillet ensuite. Voilà, D'accord. 17-18 juillet.
Et puis après, faudra attendre sans doute août ou septembre. Parce que bon, voilà, on s'y attendait pas trop à la dissolution. Bah non, personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Si, Pascal Pro, On il le savait savait. qu'il risquait d'avoir lieu, mais on n'arrivait pas trop à savoir vraiment quand. Alors, Mais quand et comment. Ouais. Voilà, enfin, celui qui avait plus ou moins mieux prédit, c'était Paul Hellec, qui se disait, il est probable qu'il y ait une dissolution après les européennes. Et Pascal Pro le savait déjà, puisque comme toutes les prédictions, elles sont jamais extrêmement précises. Voilà. Donc, fin de campagne cette nuit, après quoi les candidats n'auront plus droit à la parole. Et vous n'aurez plus le droit de faire de propagande électorale. Normalement. Vous non plus, nous non plus. Voilà. Normalement. Hein, sachant qu'il y a un petit peu un vide juridique en ce qui concerne ce qui se passe sur Internet en la matière. Oui. Donc c'est un peu... Donc c'est pour ça, moi je retweet par exemple des choses qui parlent de thèmes politiques sans parler, sans qu'il y ait le nom d'un candidat ou d'un parti. Non, et puis la presse écrite a le droit de publier des sondages le dimanche, le jour des élections. Je crois que la presse écrite a le droit, mais pas la presse audiovisuelle. Il y a un truc qui va pas en fait. Mais bon, bref. On va pas parler du droit de la presse aujourd'hui. Peut-être un jour, je sais pas. Mais au moins avec un spécialiste, pas avec moi. Faudrait qu'on trouve un invité quoi. Bon, bref. Cyril, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était c'était relativement calme aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, on est vendredi, fin de matinée, ça m'étonne pas trop. Bon, donc, je vous dis à tous bonne journée, bon après-midi, bon appétit pour ceux qui vont aller déjeuner et puis pour ceux qui regardent en replay. Le replay sera bientôt disponible sur YouTube. On va mettre tout d'un coup. Je vais mettre tout d'un coup. Et puis donc sans doute on se voit dimanche en live. Et puis si c'est pas dimanche, sachez que la vidéo devrait sortir dimanche. Auquel cas on pourra évidemment en parler dans un prochain stream. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette période de campagne électorale très particulière. Bonne fin de campagne, bon vote dimanche. N'oubliez pas d'y aller. Parce que c'est toujours une occasion de s'exprimer par la voie d'un petit papier. Même si c'est un vote nul, vous pouvez écrire j'emmerde Bardella sur un papier, c'est un vote nul, mais vous y êtes allé, vous l'avez dit. Vous pouvez voter, je sais pas, Gilbert Montagnier, vous pouvez voter. Même si, bon... La Panthère Rose, voilà. Voilà, même si pour ma part, je préférerais que vous votiez Nouveau Front Populaire. Mais après tout, l'important c'est de s'exprimer. Voilà. Et le vote nul, en mettant un papier sur lequel vous écrivez ce que vous voulez, c'est une expression politique également. Voilà, on se retrouve tout bientôt. D'ici là, je vous dis bonne journée, bon week-end. Et évidemment, d'ici à la prochaine fois, portez-vous bien. Je peux pas dire à ciao bonsoir. Il est trop tôt. Parce qu'il est midi. Voilà, il est trop tôt. Allez, salut. Ciao, bon appétit. Ciao, bon appétit.